Voilà, mesdames et messieurs, de nouveau bonsoir et nous sommes heureux de vous compter très nombreux pour ce rendez-vous hebdomadaire, la tribune du mardi. La tribune du mardi qui permet de faire le focus sur une actualité phare du moment. Et ce sera ce soir avec le professeur Serge Lungu. Bonsoir professeur. Bonsoir Robert Nadé. Le professeur Serge Lungu qui est géographe politique. Et puis Georges Aboké, un collègue de la rédaction de la Belle Radio et Télé, directeur des contenus, développement et opérations spéciales. Bonsoir. Bonsoir Georges. Voilà, nous allons parler de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire où les choses se passent un peu très vite en ce moment-ci. La Côte d'Ivoire qui a enregistré il y a quelques semaines l'annonce de Guillaume Soro contre toute attente de sa candidature. Un peu plus tard, le RHDP, ou plutôt le PDCI, qui a fait une grosse sortie avec Henri Konan Bédié, ancien chef d'État ivoirien. Et voilà, les actualités se succèdent dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons donc parler un peu du climat sociopolitique avec Georges. Alors, il faut dire Qu'est-ce qui se passe du côté de la Côte d'Ivoire? La perspective des élections de 2020 inquiète, trouble les esprits? Absolument. 2020, c'est dans un an. Et donc, les Ivoiriens semblent crispés, notamment au niveau de la classe politique où les invectives se multiplient et les Ivoiriens regardent tout cela avec de grands yeux. Ils semblent même tétanisés et on a l'impression que tout le monde attend cette échéance et que tout le monde attend que les choses qui ont été vues, qui ont été vécues, j'allais dire subies en 2010-2011 soit réitéré, alors qu'il y a des possibilités justement de faire en sorte que que l'on évite les difficultés de 2010-2011. Donc la situation se crispe, mais nous espérons que d'ici à 2020, les choses vont changer, mais nous pensons que tout au long de cette émission, on aura des éléments qui permettront de comprendre que effectivement les choses se crispent en Côte d'Ivoire. Alors, professeur Lungu, qu'est-ce qui pourrait justifier cette situation? Est-ce que le spectre de 2010-2011 plane un peu sur la Côte d'Ivoire à un an de ce rendez-vous électoral? Alors, je dis toujours que je n'ai pas la capacité de lire dans une boule de cristal. Je n'ai pas de don de divination. Mais lorsqu'on regarde la situation ivoirienne, la situation sociopolitique, on a des raisons de craindre. D'autant plus que, comme l'a rappelé Georges Aboké, les souvenirs douloureux de 2010-2011 sont encore présents dans les mémoires. Et on pourrait même remonter beaucoup plus loin, puisque la Côte d'Ivoire a connu une situation extrêmement difficile, et c'est peu dire, à partir de la tentative de coup d'État de 2002. Donc de 2002 à 2010-2011, la Côte d'Ivoire a vécu une véritable guerre civile. Et donc le souvenir de cette guerre-là est encore prégnant dans les mémoires, et ce qui peut expliquer que les gens craignent que l'on connaisse la même chose, d'autant plus que les acteurs sont les mêmes. Les acteurs sont les mêmes parce que nous sommes, au fond, dans une situation que je qualifierais de guerre de succession. C'est une guerre de succession en Côte d'Ivoire et qui n'en finit pas. Sauf que cette fois-ci, c'est une guerre de succession que je qualifierais de gigogne, de généralisée. Vous avez parlé de climat sociopolitique délétère, oui. Ce climat-là, cette guerre de succession, elle est gigogne parce que on retrouve des velléités de succession, des rivalités de succession aussi bien à l'intérieur des partis que, évidemment, autour du pouvoir suprême. Et c'est ça qui fait que d'aucuns craignent une situation extrêmement compliquée à la veille justement de l'élection de 2020. Voilà, le décor est campé. Nous allons regarder un sujet consacré justement sur cette crispation de la vie socio-politique en Côte d'Ivoire. Il y a quelques jours, et plus précisément le 4 octobre dernier, Djebonoa, un village situé au sud de Bouaké en Côte d'Ivoire, a été le triste théâtre d'échauffourées qui ont fait un mort et au moins 3 blessés lors d'une manifestation contre le pouvoir. À l'origine de cette situation, un barrage érigé par la jeunesse militante ayant bloqué l'axe entre Bouaké et Yamoussoukro
pour demander la libération du président du conseil régional et vice-président du PDCI, Jacques Mangwa. Ce dernier avait été placé le 30 septembre sous mandat de dépôt pour détention illégale d'armes à son domicile et condamné le 3 octobre à 5 ans de prison ferme assorti d'une privation de ses droits civiques. L'opposition accrédite la thèse d'un coup monté aboutissant à un procès politique et d'une traque contre les opposants et rappelle que lors des dernières élections locales en octobre 2018, Jacques Mangwa avait battu un ministre toujours membre du gouvernement. À un an de la présidentielle, cette condamnation d'un opposant n'est pas un acte de nature à apaiser un climat politique déjà tendu. Ces derniers mois, les observateurs de la scène politique ivoirienne rapportent l'arrestation de plusieurs opposants et membres de la société civile. Et depuis quelques mois, un autre enjeu complique plutôt les relations entre l'opposition et le pouvoir, le fonctionnement et la composition de la CEI, la Commission électorale indépendante. L'instance est aujourd'hui boycottée par le PDCI, le plus gros parti de l'opposition parlementaire, et également par le Front populaire ivoirien de l'ex-président Laurent Gbagbo. L'opposition est bel et bien représentée dans cette CEI avec 3 membres au même titre que le parti au pouvoir, rassure tout de même le gouvernement. Voilà, professeur Lungu, je vous laisse rebondir sur ce sujet. Alors, d'abord, je voudrais revenir sur mon propos d'entrée, pour être beaucoup plus précis, parce que je parlais de guerre de succession gigogne. Qu'est-ce que j'entends par là? D'abord, à l'intérieur des partis, si nous prenons le FPI par exemple, nous voyons bien que le parti n'est plus homogène. Il y a au moins 3 tendances. Il y a la tendance Afik-Guessant, il y a la tendance fidèle au président Laurent Gbagbo, et il y aurait même une troisième autour de Madame Simone Gbagbo. Vous prenez le PDCI, il y a un certain nombre de cadres de ce parti historique qui l'ont quitté avec armes et bagages pour rejoindre le parti présidentiel, le RHDP, et qui lui-même connaît en son sein des velléités de rivalité successorale, parce que on ne sait pas encore si le président Ouattara sera lui-même véritablement candidat. Et enfin, pour boucler le décor, vous avez Guillaume Soro lui-même qui a décidé de se défaire de l'alliance qu'il avait avec le camp du président Ouattara pour évidemment faire cavalier seul. Donc voilà tout ça qui laisse penser que nous sommes effectivement dans une situation de guerre gigogne à l'intérieur des partis, mais également entre toutes les figures qui aspirent à la fonction suprême. Alors, Georges, des dissensions en interne, des chocs entre grands blocs. Absolument. Et ce sont des combats épiques, hein. Même dans le parti au pouvoir, le RHDP, on a vu il n'y a pas longtemps une réunion de cadres de ce parti qui se plaignent de ce que l'on n'ait pas choisi le vice-président actuel de la Côte d'Ivoire, M. Kablan Duncan, comme candidat au colistier du futur candidat du RHDP. Donc il y a toutes ces batailles. Et puis il y a aussi le fait que tout le passif de la guerre de 2010-2011 n'a pas été apuré. C'est-à-dire, on a encore toutes les séquelles. On a le problème de la réconciliation nationale qui n'est pas réglée pendant que le président Alassane Ouattara... Et justement, qu'est-ce qui a échoué en ce qui concerne la réconciliation nationale? Peut-être qu'il n'y a pas eu, en tout cas selon moi, il n'y a pas eu véritablement de volonté à aller à la réconciliation. Pendant que le président Alassane Dramane Ouattara parle de comment on va dire ça, de cohésion sociale, eh bien de l'autre côté, on parle de réconciliation. Toujours est-il que le passif n'a pas été apuré. Il y a encore beaucoup de séquelles des difficultés qui ont été bien visibles en 2010-2011. Et aujourd'hui, par exemple, si vous arrivez au Ghana, vous allez voir qu'au Ghana, il y a encore des camps de réfugiés ivoiriens, ce qui, quand vous interrogez les Ivoiriens, ils en ont pratiquement honte, parce que la Côte d'Ivoire est présentée comme la locomotive de l'Afrique de l'Ouest, et puis ce pays-là traîne encore depuis
pratiquement 10 ans, eh bien des ressortissants éparpillés un peu partout. Réfugiés dans certains pays limitrophes, au Ghana, au Togo, au Bénin. Il y a aussi les exilés. Ça fait beaucoup de choses. Et puis, un gros morceau, c'est le président Laurent Gbagbo qui est encore de l'autre côté, qui est en Belgique. Libéré ou pas libéré, bon, aujourd'hui, la question reste posée. Sortira-t-il pas? Donc, ça fait un peu trop d'éléments qui viennent alourdir le climat sociopolitique en Côte d'Ivoire. Et puis on a, il y a quelques jours, après l'annonce de candidature de Guillaume Soro, sur laquelle on va peut-être s'arrêter quelques instants. Alors, d'après vous, qu'est-ce qui a pu emmener Guillaume Soro à faire une annonce comme celle-là à un moment où déjà on ne s'y attendait pas et à un moment où personne ne s'était encore prononcé? Alors, il me semble que Guillaume Soro a décidé d'être candidat, d'annoncer en tout cas officiellement sa candidature, pour une raison de timing en réalité. Je pense que Guillaume Soro, à un moment donné ou pendant longtemps, a pensé qu'il aurait pu être l'héritier d'Alassane Ouattara. Et le fait que cette attente-là ne se soit pas réalisée, ne se soit pas concrétisée, il a décidé de se déclarer candidat, de prendre tout le monde de vitesse. Parce que soit Alassane Ouattara, comme cela se chuchote, à gauche et à droite, sera candidat lui-même, mais ça c'est une autre paire de manches aussi, parce qu'après il va falloir interpréter la Constitution. Mais dans tous les cas, si ce n'est pas Alassane Ouattara, il semblerait que ce soit peut-être l'actuel Premier ministre, Amadou Coulibaly, ou peut-être l'autre lieutenant tel que Adama Bictogo ou Ahmed Bakayoko, mais dans tous les cas, ce ne sera pas Soro. Et je pense que Soro, l'ayant compris, a décidé finalement d'être candidat. Et certains analystes pensent aussi que en se déclarant candidat, il pourrait échapper, je dirais, à toutes les tentatives d'arrestation, parce qu'il faut quand même rappeler que Soro a fait en 2015, si ma mémoire est bonne, l'objet des mandats d'amener en France. Il n'a dû son salut qu'au fait que le président Ouattara avait affecté rapidement en catimini un avion. En 2016, il a fait également l'objet d'un mandat d'arrêt international suite à l'affaire de la tentative de coup d'État du général Diendéré au Burkina Faso. Donc, apparemment, il y a un certain nombre d'affaires comme ça qui planent. Et je pense que pour toutes ces raisons-là, il a décidé finalement de sortir du bois et de déclarer sa candidature. Ça fait lourd. Absolument, ça fait lourd sur la tête de Soro, surtout que depuis qu'il est sorti du giron d'Alassane Ouattara, eh bien, il se sent persécuté. Il estime qu'il n'a plus les mêmes privilèges, ce qui est tout à fait normal. Il estime qu'on lui a arraché ses visas qui lui permettaient d'aller aux États-Unis, qui lui permettaient de voyager tranquillement. Tout ça, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est devenu pratiquement un citoyen ordinaire et il devrait l'accepter et rebondir là-dessus, mais on a l'impression qu'il se sent persécuté au point que, sur le vif comme ça, il a sorti, c'était en Espagne je crois, il a sorti qu'il va être candidat, alors que selon les habitudes qu'on a, eh bien tout cela se fait lors d'une sorte de convention, une grande cérémonie où on annonce qu'on est candidat avec un certain nombre d'arguments. Ça n'a pas été le cas, peut-être qu'il va le faire pour attraper les choses, mais en tout cas, sur sa tête pèsent beaucoup de choses, notamment il a assumé la rébellion que la Côte d'Ivoire a vécue, au point qu'aujourd'hui, le RHDP le traite de terroriste. Et ce qui le trouble, parce que et quand il réplique, il dit c'est parce que j'ai été terroriste que vous êtes au pouvoir aujourd'hui. Donc c'est une guerre, ouverte. Est-ce qu'on sait ce qu'en pense Henri Konan Bédié, par exemple? Une chose est claire, c'est qu'Henri Konan Bédié est tout proche de Soro. Quels sont les points d'ancrage, les points d'accord? Pour le moment, il n'y a rien de clair. Une chose est claire. En tout cas, Soro, quand il est en Côte d'Ivoire, il effectue souvent des voyages à Daoukro, l'antre de Bédié. Et en général,
pratiquement rien de filtre des rencontres qu'ils ont. On annonce qu'ils se sont rencontrés, se sont parlé et qu'ils vont mettre en place une plateforme. Et jusqu'à présent, on attend cette plateforme. Alors nous allons maintenant regarder Madame Laurentine Agué Kofi, présidente du mouvement panafricain pour le civisme et les droits de l'homme, qui appréhende elle aussi. La situation sociopolitique en Côte d'Ivoire est délétère. Cette situation, je la compare à un volcan qui d'un moment à un autre peut entrer en éruption. Et les laves d'un volcan en éruption n'épargnent personne, vous le savez très bien. Pourtant, les populations ivoiriennes aspirent à la paix. La paix qui est un droit fondamental de l'homme, comme je dirais le droit à la vie. Le droit à la paix est très important. Imaginez qu'une personne, on dit à une personne, oui, tu es vivant, mais on va jeter cette personne-là dans un pays en guerre. Cette personne n'est pas libre, on ne peut pas dire que cette personne bénéficie de ses droits, en tout cas des droits de l'homme. Et il est quand même temps de tirer la sonnette d'alarme, parce qu'on a le sentiment que nous sommes tous en attente de quelque chose. Voilà, Madame Clémentine Agué parle de situation plutôt délétère. Elle appréhende, elle évoque les droits de l'homme. On sent une certaine psychose ambiante quand même. Oui, elle peut se comprendre. Enfin, en tout cas, elle se comprend. Comme je disais tout à l'heure, les souvenirs de la guerre, on parle de 2010-2011, mais je pense qu'il faut remonter à plusieurs années avant. Il y a eu il y a eu des massacres. Et tout à l'heure, vous évoquiez les conditions de la réconciliation. Il me semble qu'en fait, les Ivoiriens ne soient pas allés au bout de la réconciliation, parce que ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est en fait, il y a eu une justice des vainqueurs. Enfin, deux camps se sont affrontés, mais ce sont ceux qui ont été battus militairement qui se sont retrouvés dans les geôles. Madame Gbagbo a été emprisonné, Monsieur Gbagbo et ses partisans ont été emprisonnés. Mais Guillaume Soro, par exemple, c'est lui qui a pris la tête de la rébellion. Et je me souviens que au début justement de cette rébellion, il y a eu des massacres de gendarmes et leurs familles à Bouaké. Ces choses-là n'ont jamais été mises sur la table. Donc, toutes ces rancœurs-là alimentent d'une certaine manière, je dirais, cette tension. Et ce qui ajoute encore à la tension, c'est que les alliés d'hier sont devenus des adversaires. Donc, ça contribue à complexifier la situation. Et donc, ceux qui ont vécu justement les affres de cette guerre civile, je comprends parfaitement qu'aujourd'hui, finalement, le spectre, le retour des vieux démons, la guerre, puisse hanter les esprits. Parce que la situation n'a pas été aplanie, comme le disait Georges Aboké tout à l'heure. Il y a encore des réfugiés dans les pays voisins, au Ghana, au Libéria. Ce à quoi il faut ajouter aussi l'atmosphère de, je dirais, la situation insécure dans la sous-région. N'oublions pas que l'arc insécuritaire qui était limité il y a encore quelques années au pays de la bande sahélo-saharienne est descendu jusque sur la côte atlantique. L'année dernière, me semble-t-il, il y a eu les événements de Grand Bassam. Donc tout ça mis ensemble fait en sorte que le pays est véritablement dans l'œil du cyclone et que ça craint. D'autant plus que la Côte d'Ivoire, ce n'est pas n'importe quel pays dans la sous-région, sur le plan économique notamment. Alors Georges, est-ce que le cap de ces élections passées, si la Côte d'Ivoire arrive à tenir des élections apaisées et que la situation continue tout à fait normalement, ça pourrait apaiser les esprits définitivement? Ça fait beaucoup d'ici. Ça fait beaucoup d'ici, mais selon moi, la classe politique a la possibilité de faire baisser la pression. Aujourd'hui, si cette classe politique accepte de s'asseoir et puis de discuter, je pense que les solutions ou bien un consensus sera trouvé. Mais ce qu'on constate en Côte d'Ivoire, c'est qu'il n'y a pas de dialogue. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il y a deux grands partis qui sont issus de la philosophie de Fouet-Boigny. Il y a le PDC-RDA qui a été créé
par Félix Houphouët-Boigny. Il y a aussi le RHDP, entendez, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Et Houphouët-Boigny a passé son temps à dire que c'est le dialogue qui doit prévaloir dans toutes les situations qui vont survenir. Et ce qui est surprenant, c'est que ces deux partis ne donnent pas l'exemple. Il y a le RHDP qui se dit foutiste, il y a le PDCI qui est le parti de Houphouët-Boigny, mais aucun de ces deux partis ne s'assoit avec les autres pour discuter. Et donc, on assiste peut-être à une sorte d'association entre le PDCI et, c'est pas encore acté, mais entre le PDCI et le FPI, mais entre le PDCI et le RHDP, il y a rupture du dialogue. En plus de tout ça, il y a encore des prisonniers politiques. Il y a encore des prisonniers, il y a notamment les militaires qui ont été jugés, qui ont été lourdement condamnés. Alors, dans l'opinion ivoirienne, on dit, si on a pu libérer les politiques qui étaient donc au devant de la scène et qui ont donné des ordres aux militaires, pourquoi est-ce que les militaires continuent de rester en prison? Et ça, c'est une revendication de l'opposition actuelle. Et ainsi de suite, il y a tellement de problèmes, de situations qui s'amoncellent que moi, je pense que le pouvoir, c'est son rôle d'ailleurs, devrait faire en sorte que, on évacue rapidement certains problèmes qui n'ont plus lieu d'être pour aller à l'essentiel. Mais là encore, est-ce que tout le monde est imprégné de l'intérêt général, de l'intérêt national? Bon, la question est posée. Alors, professeur Lungu, Georges évoque là plusieurs courants, et même au sein de ceux qui revendiquent une certaine filiation au père de l'indépendance, Houphouët-Boigny, il y a également plusieurs... Tout à fait. Est-ce que finalement le nom d'Houphouët-Boigny n'est pas un prétexte affectif comme ça pour mobiliser? Et c'est ça toute la complexité de la situation en Côte d'Ivoire. Je parlais de guerre de succession. Une guerre de succession c'est des phénomènes qui arrivent dans tous les pays qui connaissent le départ d'un leader charismatique. Houphouët-Boigny, c'était un leader charismatique, d'abord par sa trajectoire politique, les mythes qui entourent aussi sa trajectoire. Il a été, me semble-t-il, je parle sous le contrôle de Georges Aboké, il a été médecin de campagne. Dans cette époque de la colonisation, ce n'est pas rien. Donc, c'était quelqu'un de connu. Les députés français, plusieurs fois ministre dans les différents gouvernements de la 4e République. Ensuite, il est resté 30 ans au pouvoir. Il a, en quelque sorte, polarisé la vie politique ivoirienne. Et comme cela arrive très souvent, lorsque un régime ou un pouvoir sans fin, parce qu'en réalité, le pouvoir de Fouet, c'était un pouvoir sans fin, voilà, comme cela arrive très souvent, dans un tel système, il y a des successeurs. Voilà, les successeurs constitutionnels, c'était notamment Henri Konan Bédié, parce que en tant que président de l'Assemblée nationale, c'est lui qui, logiquement, devrait succéder au président. Mais vous avez, lorsqu'il n'y a pas de consensus fort autour d'un héritier désigné, il y a des héritiers putatifs. Et c'est ce qui explique, par exemple, que Alassane Ouattara, dernier premier ministre de Houphouët-Boigny, connaissant pourtant la Constitution, a, me semble-t-il, à l'époque, tenté un coup de force, etc. Donc, il y a cette guerre de succession, et cette guerre de succession fondée alimentée par des rivalités interpersonnelles, parce que là aussi, il y a des questions de personnes, tout cela a entraîné, et c'est un autre aspect qui peut expliquer la difficulté que les Ivoiriens ont sortir justement de cette situation, c'est que ces rivalités entre successeurs de Fouet a entraîné la fragmentation de la société ivoirienne. Il y a aussi un problème identitaire entre le Nord et le Sud. C'est quelque chose de très fort. Donc, au-delà des individus, il y a ça aussi, à savoir que le pouvoir d'Houphouët, n'ayons pas peur de mots, était un pouvoir, on va dire, Akan, baoulé. Voilà. Et aujourd'hui, les ressortissants du Nord ont pris le pouvoir. Et sont-ils prêts à laisser ce pouvoir-là? Là est toute la question. Donc, en dessous de tout cela, on a beau opposer les individus qui ont certes des rivalités très fortes, il y a aussi la question identitaire en Côte d'Ivoire
Il y a aussi la question Georges Abouké parlait de la cohésion sociale, mais la cohésion sociale elle dépend aussi, je dirais, du système de redistribution. La Côte d'Ivoire est une puissance économique en Afrique de l'Ouest, mais où se pose un problème de justice socio-économique. Voilà. Et donc, tout ça mis ensemble fait qu'il y a une forte tension et que les choses ne sont pas aussi faciles à régler, d'autant plus que la classe politique, qui a vécu à l'ombre de Houphouët-Boigny, se retrouve aujourd'hui mise en situation, incapable finalement de pouvoir réaliser que le pays va tout droit dans le mur si les gens ne prennent pas conscience, ne font pas la paix des braves. Et puis il y a une autre situation qui rend les choses compliquées en Côte d'Ivoire, c'est que la société dite civile, elle aussi, elle est fragmentée en pro-ceci, pro-cela, et ça ne vient pas faciliter les choses. La société civile, qui aurait pu être un bon contrepoids pour bousculer les choses dans un sens comme dans l'autre, eh bien, la société civile semble tétanisée, bloquée par les ancrages à l'un ou l'autre des grands partis. Alors nous allons regarder maintenant, vous l'aviez évoqué tous les deux à plusieurs reprises, nous allons écouter M. Albert Gris-Egoulou qui s'exprime au sujet des réfugiés du côté du Ghana. Alors je dis tout simplement, la crise en Côte d'Ivoire a fait beaucoup de déplacés. Aujourd'hui au Ghana, il y a 5 camps qui sont vivants en ce moment. Le premier camp c'est Elubo avec à peu près 1500 Ivoiriens. Le deuxième camp c'est Michel Camp avec près de 780 Ivoiriens. Le troisième camp c'est Ampé qui est le plus gros village qui regorge près de 8000 réfugiés ivoiriens. Après ça nous avons Edikrum avec 1900 à 2000 réfugiés. Et le cinquième camp c'est à Fetinta, qui est basé à près de 85 km de Bondoukou, à l'est du Ghana. Aujourd'hui, c'est vrai, certes, les Ivoiriens devaient repartir. Beaucoup sont repartis, mais beaucoup sont encore au Ghana. Pour une question de sécurité, parce que si vous retournez dans votre quartier, vous étiez avant, vous ne pouvez plus entrer dans la maison parce que des gens habitent dans vos maisons. Et il y a des gens qui vous attendent au tournant. Et c'est ce qui a fait que les gens, la peur et la crainte, ils ne veulent pas retourner à Abidjan tant que le président Laurent Gbagbo, qui est leur idole, ne retourne pas sur Abidjan. Voilà, il y a un véritable problème. Quand vous parliez tout à l'heure de réconciliation nationale, on sent quand même qu'il y a beaucoup de rancœur, qu'il y a beaucoup de plaies qui sont restées finalement carrément béantes. Oui, il revenait au pouvoir d'organiser véritablement cette réconciliation parce que ça a été dur. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup d'exilés, de déplacés, etc. Et donc, il fallait mettre suffisamment d'énergie et de moyens dans la réconciliation, ce qui n'a pas été le cas. Alors, vous avez entendu ce monsieur qui dit que il y a encore le président Alassane Dramane Ouattara demande aux réfugiés de rentrer. Mais ils ont peur de rentrer parce que, ils s'attendent à des représailles. Et effectivement, certains ont été arrêtés quand ils sont arrivés. Ce qui rend les choses encore compliquées. Monsieur Lungu? Oui, évidemment, le président Alassane Ouattara, il peut être sincère. Il peut être sincère, mais il ne gère pas toutes les situations. La guerre de Côte d'Ivoire a eu ceci d'effroyable qu'elle a opposé en réalité les gens qui habitaient dans les mêmes quartiers, dans les mêmes villages. Et donc, on peut comprendre que ceux qui ont fui, qui ont traversé les frontières aient peur, soit parce qu'ils sont arrêtés, soit parce qu'il y a des représailles de la part de leurs anciens voisins. Donc c'est extrêmement complexe. Malheureusement, les conditions n'ont pas été créées pour pouvoir régler cet écueil-là. Mais c'est difficile. C'est ça toute la problématique des guerres civiles, parce que les guerres civiles, elles opposent les voisins. Et il y a beaucoup de dégâts. C'est extrêmement difficile. Le président Alassane Ouattara a tenu un discours qui va dans le sens de la paix, mais encore une fois, je dis, il n'est pas partout. Il ne peut pas assurer la sécurité de tout le monde, d'autant plus que, c'est une guerre civile, et la guerre civile est, non pas qu'il faille faire des choix entre une guerre, c'est une guerre, mais en général, je suis de ceux qui pensent que une guerre entre deux pays vaut mieux qu'une guerre civile, parce que d'une guerre civile, ça laisse des situations, des séquelles énormes qui mettent du temps à cicatriser. Alors nous allons revenir quand même sur cette annonce de candidature de Guillaume Soro et juste après la réaction de Adama Biki Togo.
Guillaume Soro, l'ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et devenu opposant au régime d'Alassane Ouattara, a saisi l'occasion d'une réunion avec des sympathisants de la diaspora à Valence en Espagne ce week-end pour annoncer sa candidature. Il met ainsi fin à un suspense entretenu depuis plusieurs mois. Il y a des partis politiques qui sont pro-Soro qui m'ont déjà choisi pour être leur candidat, donc je serai candidat. Et maintenant, si je gagne au premier tour, honnêtement, je serai content. Mais s'il y a un deuxième tour, celui d'entre nous qui aura le plus de points aura le soutien des autres. C'est en ces mots que s'est exprimé l'ancien président de l'Assemblée nationale ivoirienne lors de cette rencontre retransmise sur les réseaux sociaux. Guillaume Soro affirme que des hommes se présentant comme des policiers d'Interpol Espagne ont fait une descente nocturne dans son hôtel de Barcelone en début de semaine dernière pour tenter de l'interpeller. Il serait reparti après de longues discussions et son refus de les suivre. À l'étranger depuis plusieurs mois, Guillaume Soro accuse le pouvoir ivoirien d'avoir monté cette opération destinée selon lui à l'humilier, sans compter les autres tracasseries subies, comme par exemple le fait d'avoir annulé un visa pour les États-Unis ou tardé à lui délivrer un nouveau passeport. Il lie ces faits à son refus de militer au RHDP, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. D'ordinaire, les pays se battent pour aller chercher leurs ressortissants dans d'autres pays, mais moi, c'est mon pays qui se bat pour que tous les pays m'arrêtent, déplore Guillaume Soro, qui promet porter plainte. À Abidjan, une source proche du pouvoir dément tout lien du gouvernement ivoirien avec cette affaire. Je crois qu'aujourd'hui, il n'est pas notre préoccupation. Mais je voudrais simplement dire que sur l'économie, il ne peut pas comprendre la croissance inclusive. Parce que quand on parle de croissance inclusive, il faut avoir un minimum de connaissances économiques. Ce qui n'est pas de ce que je connais de l'homme, ce qui n'est pas son point fort. Il a certainement d'autres qualités ailleurs. Mais je voudrais quand même, avec tout le respect qu'on peut avoir pour sa petite personne, qu'il puisse accepter qu'au plan économique, il n'est pas brillant. Lorsqu'on parle de croissance inclusive, le Premier ministre Amadou Gon l'a tellement répété dans ses conférences, mais quand on construit des écoles, des hôpitaux, la route, mais quand on fait la route, chacun des cadres, dès qu'on fait la route, on va construire une maison dans notre village. Dès qu'on met l'électricité, on va construire une maison. Ce sont les incidences. C'est ça qu'on appelle la réduction de la pauvreté. Voilà, on a Adama Bictogo qui s'en prend quand même assez vertement à Guillaume Soro. Mais ils se connaissent très bien, ils se connaissent parfaitement. Hein. Ils ont été des partenaires, ils ont même certainement été des amis. Donc, Guillaume Soro qui a jeté des pavés dans la mare en disant que comment on va dire ça, les résultats glanés par le président Alassane Ouattara sont des faux résultats, notamment au niveau de la croissance. Il a traité cette croissance, il a utilisé un mot qu'il a fabriqué lui-même, des flaflas. Et donc, c'est une réaction, justement, d'Adama Bictogo, qui est l'un des fers de lance d'Alassane Ouattara, face aux invectives de Soro. Voilà un soldat d'Alassane Ouattara qui monte au créneau. Oui, tout ça n'est pas de nature à apaiser la tension, parce que c'est un discours qui est sans circonvolution, c'est un discours très très dur, et qui laisse craindre que finalement l'avenir immédiat de la Côte d'Ivoire n'est pas serein, n'est pas rose. Un homme politique ne devrait pas s'exprimer de cette manière, c'est vraiment un point de vue personnel, vu qu'il y a une certaine tension. Quand on est un homme politique, c'est tout faire en sorte qu'il y ait moins de tension, surtout pour un pays qui sort de plus de, je répète, de moins de 10 années de conflits armés. C'est le genre de discours qu'il ne faut pas tenir. Personnellement, c'est jeter de l'huile sur le feu et c'est vraiment regrettable. Et puis on a, juste après la sortie de Guillaume Soro, cette grande mobilisation autour du président Henri Konan Bédié sous le prétexte de l'anniversaire de naissance d'Houphouët-Boigny, Georges. Alors il y a cette bataille entre les oufouettistes du RHDP et les oufouettistes du PDCI
qui est le plus grand oufotiste, eh bien, ils sont dans des démonstrations de force. Et donc, on a vu l'année dernière le rassemblement des oufotistes au stade Félix Houphouët-Boigny. Il y avait un grand monde. Ils ont réussi à remplir ce stade. Ça a été un coup parfait. Et je crois que c'était la réplique, là, il y a quelques jours, à Yamoussoukro, avec le PDCI, le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, créé par le président Houphouët-Boigny, et c'était l'occasion pour le président Henri Konan Bédié de prendre sa revanche en quelque sorte et de montrer que c'est lui l'héritier légitime d'Houphouët-Boigny. En tout cas, c'est la guerre des oufouettistes et comme l'a dit le professeur Lungu, c'est une guerre de succession. Et professeur Lungu, comment est-ce qu'on peut lire cette sortie du président Henri Konan Bédié environ une semaine après cette annonce, sans faire cas de l'annonce de candidature de Guillaume Soro finalement? Je pense que la mémoire du président Houphouët-Boigny est utilisée par ses successeurs comme étant une sorte de fétiche. Ça montre que finalement ceux qui lui ont succédé n'ont pas sa dimension, bien entendu, mais qu'ils sont incapables finalement d'assurer l'héritage de Houphouët-Boigny. Nous savons à quel niveau Houphouët-Boigny a placé la Côte d'Ivoire du point de vue du développement économique. Nous savons l'aura que Houphouët-Boigny a insufflé à son pays. Cet héritage-là, il faudra peut-être faire le bilan. Ceux qui ont géré la Côte d'Ivoire après lui devront faire le bilan de leur passage à la tête de la Côte d'Ivoire. Quand je dis à la tête de la Côte d'Ivoire, je ne vise pas uniquement ceux qui ont été présidents de la République, mais ceux qui ont accompagné justement ces présidents, ceux qui ont fait la politique après Houphouët-Boigny, devront rendre des comptes parce que c'est un héritage qu'ils ont fini par galvauder. Et donc, lorsque Henri Konan Bédié, qui n'a pas forcément laissé un bon souvenir aussi aux Ivoiriens, je ne voudrais pas revenir sur les surnoms que les Ivoiriens lui avaient donnés, mais qui montraient qu'en réalité, la Côte d'Ivoire a commencé à plonger sous son régime. Donc, comme je le disais, on a recours au fouet parce que finalement, c'est lui, c'est une sorte de fétiche, voilà, et que le fait d'apparaître comme étant un oufotiste, il serait comme une espèce de blanc-seing que la population vous donnerait. Il suffit de se dire oufotiste pour pouvoir avoir accès, autant pour moi, à la magistrature suprême. Alors finalement, le président Félix Houphouët-Boigny, inégalable, inégalé en termes d'envergure et d'aura? En tout cas, un fonds de commerce politique actuellement, un fonds de commerce exploité par et le RHDP et le PDCI RDA. Il faut dire que aussi, quand le président Félix Houphouët-Boigny s'en est allé, il n'y a pas eu on n'a pas soldé un certain nombre aussi de situations. Tout à l'heure, le professeur Lungu le soulignait, c'était un pouvoir à Caen et Houphouët-Boigny l'a dit, tant que le chef il est vivant, eh bien, on ne parle pas de sa succession. C'est vrai qu'il y avait à l'époque ce fameux article 11 qui faisait du président de l'Assemblée nationale le dauphin, mais toujours est-il qu'il y a eu un certain nombre d'habitudes et maintenant il est question pour la Côte d'Ivoire d'entrer dans une autre ère et c'est ça que la classe politique a du mal à cet exercice, à amorcer, entrer dans une ère démocratique véritablement. On a eu la période des pères de la nation, où Houphouët-Boigny en était un, et maintenant il faut lancer le développement, lancer la démocratie, et ça c'est un exercice qui n'est pas du tout évident pour les successeurs. Professeur Lungu, est-ce qu'une éventuelle sortie du président Laurent Gbagbo, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de lui, est-ce qu'une éventuelle sortie de prison pourrait changer les choses positivement? Vous voulez dire son retour en Côte d'Ivoire? Oui, son retour en Côte d'Ivoire plutôt. Oui, ça peut changer les choses puisque ses partisans, on l'a vu là, le monsieur qui parlait des réfugiés au Ghana, a évoqué justement, a mis en relation le fait que d'aucuns refusaient de repartir tant que le président, qui est leur protecteur, qui est leur favori, oui, ça peut effectivement jouer. Mais rien n'est dit non plus que sa présence ne pourrait pas
envenimer les choses aussi. Si d'aventure il s'est déclaré candidat, etc. C'est extrêmement compliqué. Il y a de grosses affaires qui l'attendent aussi, hein. Notamment une affaire où il a été condamné à 20 ans de prison. Donc c'est pour ça que tout le monde dit que les effets de la crise, de la guerre de 2010-2011 n'ont pas été totalement évacués. Et donc s'il sort s'il arrive à regagner la Côte d'Ivoire, eh bien, il devra faire face à ces autres affaires concernant notamment la BCEAO. Alors, justement, manifestement, le pouvoir en place en Côte d'Ivoire, semble-t-il, ne souhaite pas ce retour, puisque il y a un document qui circule, je veux dire que les conseils de l'État ivoirien ont saisi la chambre d'appel de la CPI pour, en fait, maintenir Laurent Gbagbo hors de Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas de le ramener à La Haye, mais la décision qui a été prise en février dernier, qui consistait en fait à l'envoyer dans un pays tiers, notamment en Belgique, avec un certain nombre de conditions restrictives, eh bien, manifestement, cette décision-là arrange le pouvoir. À défaut de le voir repartir à La Haye, mais au moins, dans tous les cas, qu'il soit hors de Côte d'Ivoire. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer Laurent Gbagbo revenir en Côte d'Ivoire sans briguer la magistrature? Il a certainement une revanche à prendre. Bon, on peut prendre ça comme ça, une revanche à prendre. Ses partisans sont là. Ils attendent qu'il revienne et qu'il dise qu'il est candidat, tout simplement. Mais en même temps, n'oubliez pas qu'en début d'émission, le professeur Lungu l'a souligné également, le parti créé par Laurent Gbagbo est divisé. Il est divisé au moins en 2 ou en 3 morceaux. Il y a celui... Afin-Guessant, qui est d'un côté, celui qui répond de tout concernant Laurent Gbagbo, ce qu'on appelle les Gors, c'est-à-dire les Gbagbo ou rien. Et puis, de plus en plus, il y a une tendance qui est en train de se dessiner autour de Simone Gbagbo. Donc, là encore, on attend de voir ce que ça va... Alors, ça fait compliqué, hein, ça fait très fouillis, cette situation ivoirienne. Et dans tout ça... Et le risque, en réalité, c'est que ces protagonistes historiques, c'est-à-dire que Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié et Gbagbo ne sécrètent à leur tour, ne suscitent des successeurs qui risqueraient de perpétuer finalement ces luttes-là. Parce que, Guillaume Soro, le temps joue en sa faveur, il est jeune, il est très jeune. Donc, si jamais il n'arrivait pas à ses fins maintenant, en 2020, il a encore le temps de se positionner. Alors, de l'autre côté, Blé Goudé, une fois libéré, est-ce que lui-même aussi ne va pas avoir... Lui aussi, il a annoncé ses intentions déjà. Des intentions. Ouais. Henri Konan Bédié, dans son cas aussi, on pourrait voir. Donc, le risque, c'est que finalement, cette guerre de succession ne se perpétue, ne perdure en Côte d'Ivoire au-delà de 2020. Et puis, on a un Alassane Dramane Ouattara qui ne s'est pas encore exprimé sur un éventuel 3e mandat. Il ne s'est pas encore exprimé sur un éventuel 3e mandat, mais ces lieutenants envoient des ballons d'essai. Par exemple, Adama Bictogo, que l'on a suivi tout à l'heure, a dit dans un magazine panafricain bien connu que à partir de 2016, la Constitution ayant été quelque peu retouchée, eh bien tout cela mettait les compteurs à zéro. Et donc, tout ce qui a été fait avant passe par perte et profit, et que le président Alassane Ouattara pourrait se présenter à nouveau à partir de 2020. Une éventualité. Moi j'ai une autre lecture. Je pense qu'Alassane Dramane Ouattara ne peut pas se présenter, compte tenu justement des dispositions de la Constitution de 2016. C'est lui-même qui l'a mise en place. Et au moment de la mise en place, il a dit que lui, ça ne l'intéresse pas. Il a même évoqué la possibilité de ne même pas aller jusqu'à la fin de son 2e mandat. Il a dit plusieurs fois, et ceux qui ont eu la charge de rédiger cette nouvelle constitution l'ont dit et l'ont répété. Et puis, petit à petit, on a eu un autre aspect du discours qui est venu dire que si je veux, je peux me présenter. Les choses sont telles que les compteurs sont à zéro et je peux me présenter. Mais normalement, est-ce que ce ne sont pas que des ballons d'essai? Normalement, quand on lit bien la Constitution, on n'a pas le droit, quel que soit le texte, on n'a pas le droit d'aller au-delà de 2 mandats.
Et donc, et puis en plus de ça, il y a une autre situation qu'il faut prendre en compte. Il y a le Premier ministre qui est sur le terrain, qui est très actif, qui va partout, à l'intérieur du pays comme à l'extérieur, qui représente le président Alassane Dramane Ouattara partout, et donc, et qui a même sorti un manifeste. Alors, donc, tout le monde sait, ce n'est pas encore annoncé de façon claire et nette, mais tout le monde sait que le candidat du président Alassane Dramane Ouattara, c'est le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly. C'est certainement l'une des raisons qui a fait partir comment dire ça, Soro du RHDP, parce que Soro, il espérait certainement être le dauphin. Même au-delà du dauphin, du chouchou, parce qu'il estime que c'est lui qui a pris le pouvoir et qui l'a mis dans les mains de Ouattara. L'hypothèse de Georges Aboké est tout à fait plausible. On parle de succession. Nous parlons de succession ici, mais en réalité, dans les cercles du pouvoir, la succession est tabou. Et donc, la tactique du président Alassane Ouattara de faire croire ou de laisser croire qu'il pourrait être candidat viserait peut-être aussi à protéger finalement celui qui l'aura choisi comme successeur pour éviter évidemment que toute l'attention se porte justement sur ce successeur-là. Désigné, y compris d'abord dans son propre camp. Parce qu'on n'oublions pas que... Donc une stratégie de protection. Ça peut être aussi une stratégie de protection jusqu'à la dernière minute. Et puis on a aussi une autre question qui défraie un peu la chronique, qui déchaîne les passions, c'est la question relative à la réforme de la commission électorale indépendante. Alors, avant de répondre directement à votre question, j'ai le sentiment que le pouvoir actuel bloque quelque peu les choses au niveau de la commission électorale indépendante pour ne pas que l'opposition, par exemple, se rappelle qu'il y a d'autres grands problèmes à régler. Et on en est posé, tout le monde se crispe autour de la commission électorale indépendante, alors qu'il y a également d'autres problèmes à régler. Alors, cette commission électorale indépendante n'arrête pas de faire jaser les uns et les autres. Le président Alassane Dramane Ouattara parle de recomposition. C'est sa lecture de l'arrêt du 18 novembre 2016, pendant que les autres parlent de réforme carrément. Alors, il est question de rendre cette commission électorale impartiale. Alors, quand on regarde, la nouvelle mouture n'est pas totalement différente de la précédente. Alors, il y a problème et c'est la Cour africaine de justice et des droits des peuples qui va trancher. Et là encore, on se demande si, dans tous les cas, ça va être tranché. Alors, quelle va être la position des uns et des autres parce qu'il y aura certains qui seront satisfaits par l'arrêt de la Cour de justice et puis d'autres non. Et puis... vous voulez peut-être rebondir sur l'intervention de Georges? Mais c'est sur la question de la commission électorale indépendante. La commission électorale, malheureusement, dans la plupart des pays, la commission électorale est souvent sujette à caution, à tort ou à raison. Et malheureusement, la Côte d'Ivoire n'échappe pas à cela. Il y a déjà cette commission qui avait déjà fait parler d'elle lors de l'élection de 2010, où la commission avait pris fait et cause pour un camp, tandis que la Cour constitutionnelle, ou en tout cas l'équivalent, avait pris fait et cause pour l'autre. Donc je pense, attendons le rendu de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, en espérant que ce rendu-là puisse satisfaire tout le monde, mais j'en doute, vu le niveau de crispation les uns des autres. Je crois qu'il est prévu qu'il se penche dessus, justement, ce 1er novembre. Oui. Et le pouvoir, en revanche, parle plutôt de caprice de l'opposition sur cette question. Alors, la difficulté, c'est que le pouvoir a lancé des occasions de dialogue, mais le PDCI et le FPI n'ont pas saisi ces occasions parce que pour ces partis, il y avait des préalables à régler avant d'aller à une discussion. Et donc, il y a eu d'autres éléments de l'opposition qui se sont retrouvés là. Et plus la société civile, avec une autre partie qui dit qu'elle ne se sent pas concernée. Alors, cette nouvelle CEI est venue et n'a pas réglé le problème. Au contraire, est venue l'accentuer. Et quand on regarde
Moi, je dis pourquoi, par exemple, la Côte d'Ivoire ne ferait pas comme l'Éthiopie, où le Premier ministre Abiy Ahmed a cédé l'organisation de la commission électorale à l'opposition. Mais ça, bon, c'est une autre paire de manches. Nous allons écouter du côté de la Côte d'Ivoire M. Honora Adéhédane, journaliste qui fait son décryptage de tout ce qui se passe en ce moment-ci dans son pays, aussi bien sur le plan social que sur le plan politique. Je me suis toujours préoccupé du fait que, selon moi, on ne peut pas aller à des élections en Côte d'Ivoire sans se préoccuper de se réconcilier avec la démocratie, avec les valeurs républicaines. Je pense que nous devons avoir à l'esprit que ce pays est un pays qui vit une crise depuis la mort d'Houphouët. Et cette crise-là, c'était d'abord une crise économique, elle est devenue par la suite une crise politique, aujourd'hui c'est une crise morale. La Côte d'Ivoire fait partie des États faillis qui sont gouvernés par la corruption. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en Afrique aujourd'hui, s'il y a un exemple, ou dans le monde, un exemple à prendre, c'est un peu des pays comme le Liban. C'est aussi des pays comme la RDC. Donc, il faut bien avoir à l'esprit que quand un peuple en arrive à un stade où c'est une dégénérescence politique, la seule façon d'en sortir, c'est de chercher à en sortir par là-haut, par la recherche de ce que j'appelle un consensus ivoirien. Le consensus ivoirien, c'est celui qui refonde notre façon d'être et de vivre ensemble, de telle sorte que nous puissions nous donner des valeurs qui nous élèvent et qui nous grandissent. Des valeurs qui élèvent la nation, des valeurs qui font grandir le peuple à un niveau tel que nous nous réconcilions définitivement et de façon irréversible avec la modernité politique. Sans ça, nous allons toujours nous contenter des palabres qui n'en finissent pas, et ça serait l'occasion, la meilleure façon aux uns aux autres de nous faire la poche, de faire la poche à la République et de s'enrichir sur le dos du peuple. Voilà, c'était M. Honora Adéhédane, ancien directeur général du groupe de presse Fraternité Matin, qui, dans son propos, a souligné 3 mots-clés. Il a parlé de réconciliation, de consensus et de vivre ensemble. Ouais, je pense que ce sont des mots qui ont fait l'objet de commentaires ici. Donc, forcément, pour que la Côte d'Ivoire se retrouve, il faut que les membres de la classe politique, il faut que la Côte d'Ivoire discute, dialogue. Il faut que l'on sorte des scandales, parce que pendant tous les régimes qu'on a eus, il y a eu de gros scandales financiers. La population a regardé cela avec de grands yeux. On a eu le scandale du café cacao sous le président Laurent Gbagbo. Le café cacao a explosé également sous Alassane Dramane Ouattara. On se rappelle encore le grand scandale de l'Union européenne sous le président Bédié. Et donc, comme le dit Honora, eh bien, la Côte d'Ivoire est gangrénée par la corruption, et tout cela se ressent dans la façon de gouverner. Et donc, c'est tout ça qu'il faut régler. Alors, on se demande comment régler tous ces problèmes en un an. En tout cas, la question est posée. Le fameux consensus vers lequel la classe politique devrait tendre. Une question que j'enverrai au professeur Lungu. Oui, moi je dirais que les Ivoiriens devraient être conscients d'une chose, c'est qu'ils sont dans un pays qui compte énormément sur le plan économique, sur le plan politique. Je voudrais tenter juste une petite comparaison. Au début des années 90, à la fin des années 80 en tout cas, début des années 90, 2 pays voisins de la Côte d'Ivoire ont basculé dans l'horreur. C'est la Sierra Leone et le Libéria. Ces 2 pays ont été, pour ainsi dire, abandonnés par la communauté internationale. Les conflits dans ces pays ont duré plus de 15 ans,
avec des massacres, vous-même vous connaissez, des conflits de basse intensité, mais avec des conséquences humanitaires énormes. La Côte d'Ivoire a connu une période de conflit, mais la Côte d'Ivoire, parce qu'elle compte, je dirais, dans le système économique mondial, tout à l'heure, Georges Aboké parlait du café-cacao, qui est une ressource stratégique importante, en tout cas pour l'économie mondiale. Justement parce que la Côte d'Ivoire compte, eh bien, la communauté internationale s'est mobilisée pour que la Côte d'Ivoire ne bascule pas véritablement dans l'indicible. Il ne faut pas tenter le diable. Je pense que la classe politique ivoirienne devrait faire un effort, prendre conscience de cela, de la chance qu'ils ont d'être au sein d'un pays qui a atteint un niveau de développement qui compte énormément, pour qu'ils fassent un peu leur mea culpa et qu'ils assainissent un peu le climat sociopolitique qui est délétère, d'autant plus que si la Côte d'Ivoire bascule, parce que c'est un pays qui compte, les conséquences, aussi bien dans la sous-région d'Afrique de l'Ouest et même jusqu'en Afrique centrale, seront énormes en termes de déplacés, en termes de réfugiés, sans oublier que le pays est dans une sous-région où l'insécurité ne fait que grandir. Donc c'est extrêmement dangereux, il ne faut pas, comme je disais, tenter le diable. Voilà, nous sommes au terme de cette émission qui aurait certainement pu durer bien plus longtemps. Nous allons donc nous prenons l'engagement de suivre avec beaucoup d'attention cette actualité qui fera l'objet de nouveaux débats sur votre chaîne panafricaine Label Radio et Télé. Merci d'avoir été là. Merci à vous, professeur Longou. Je rappelle que vous êtes géographe politique et je remercie également Georges Aboké, directeur des contenus, du développement et des contenus du développement et des opérations spéciales. Merci pour vos lumières. Merci d'avoir été là. Excellente soirée à toutes et à tous. Et surtout, merci de toujours rester en compagnie de nos programmes. Au revoir.